bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés si nombreux à ce webinaire qui aura pour objet les rapports de la voix et de la pédagogie. Alors, vous savez que MGN déploie une politique de prévention des troubles de la voix très conséquente et ce depuis très longtemps et qu'elle est une militante en fait de la prise en charge des troubles de la voix chez l'enseignant comme pathologie professionnelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des rapports passionnants entre la voix et la pédagogie. Alors, il faut savoir que déjà la voix et la voix du maître a une grande importance dans les apprentissages de l'enfant. Il faut savoir que déjà en 1978, un chercheur anglais qui s'appelle Schmidt avait prouvé que si la voix de l'enseignant était bien placée, si la voix était harmonieuse, l'enfant ou l'adolescent apprenait plus facilement. C'est-à-dire que la voix du maître va constituer déjà, en elle-même, va constituer déjà une mise en condition pour les apprentissages de l'élève. Alors, il faut savoir que de nos jours, Angélique Remac, qui est une chercheure belge, qui a collaboré beaucoup avec le CNRS, travaille aussi sur ces sujets et justement sur la qualité, l'importance de la qualité vocale chez l'enseignant pour une bonne transmission et pour une bonne réception des apprentissages. Alors, comme vous savez aussi bien que moi, que la voix est une fonction, ce n'est pas un organe, c'est une fonction qui nous permet de faire des sons. Un son est caractérisé par 3-4 paramètres acoustiques. On va citer les principaux, que sont la hauteur. La hauteur dépend du nombre d'accollements des cordes vocales par seconde. Elle se mesure en hertz. Elle est caractérisée également par l'intensité. L'intensité est le résultat et l'amplitude de l'onde résultant de l'amplitude de l'oscillation résultant du mouvement des cordes vocales. Elle se mesure en décibels. Et le timbre de la voix, qui est quelque chose qui est le plus attachant, qui est la chose la plus attachante, le paramètre le plus attachant de la voix, c'est notre signature vocale. C'est ce qui fait que nous sommes uniques. C'est ce qui fait que cette trace sonore de nous-mêmes est unique et nous trahit, nous traduit, est une manifestation de notre présence au monde. Alors, donc, la voix est donc cette faculté que nous avons de faire des sons, ainsi que le règne animal d'ailleurs. Et il faut savoir aussi que parmi les paramètres acoustiques, il y a la durée, qui est beaucoup plus utilisée dans la voix chantée, et le débit qui est la vitesse de parole. Donc, tous ces paramètres vont vous permettre, la façon dont vous les gérez, la façon dont vous gérez tous ces paramètres, va vous permettre si vous voulez, d'avoir une voix plus ou moins harmonieuse, plus ou moins agréable à écouter et plus ou moins surtout expressive, puisque c'est ça qui nous importe, nous, enseignants, bien sûr. Alors, il faut savoir que donc la voix va faire partie du dispositif pédagogique à part entière et que, vous savez aussi bien que moi, que l'objectif numéro 1 de l'enseignant, c'est bien que l'enfant apprenne, ou l'adolescent apprenne, et ce, dans le plaisir, plutôt dans la joie, à la fois pour vous et pour lui. Alors, la voix peut tout à fait aider, bien sûr, à ça. Alors, déjà, voix et enseignement ne font pas très bon ménage. Les chiffres sont catastrophiques. La moitié des enseignants souffrent de problèmes, on va dire chroniques, enfin peut-être pas chroniques, mais on va dire récurrents, d'aphonie, 1 ou 2 aphonies par an minimum. On en a quand même 13% qui sont obligés de se reconvertir à cause de problèmes de voix. Il y a bien donc ces aphonies qui sont 1 fois par an, ou 2, il y a des problèmes d'aphonie. Il y a un inconfort vocal qui est tout à fait fréquent chez la moitié des enseignants. 13%, je vous dis, sont obligés de se reconvertir et on a 20% d'arrêts de travail qui sont liés aux problèmes de voix. Alors, qu'est-ce qui va nous donner une voix en bonne santé? Qu'est-ce qui va garantir une bonne santé vocale? Il y a 4 ou 5
pratiques à respecter et je vais vous les citer. Il y a d'abord bien s'hydrater pendant la classe, il y a ensuite faire des pauses, il y a ensuite ne pas parler ni trop fort, hein, ça c'est très important, avoir des connaissances en technique vocale, bien connaître son instrument et ne pas hésiter à faire des constats lorsqu'on se sent fatigué vocalement à la fin de la journée, faire un constat sur qu'est-ce qui a provoqué cette fatigue, quelle activité a provoqué cette fatigue, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que le repos va m'aider à récupérer, est-ce que le repos généralement m'aide. Donc, nous savons tous, nous avons ces éléments de base qui nous permettent de savoir ce que nous avons à faire. Et il y a bien évidemment, je ne sais pas si je le dis, le training vocal, c'est-à-dire qu'on sait que le marathon vocal qui est le vôtre sera mieux supporté si l'enseignant également prépare sa voix. Alors, comment intégrer toutes ces préconisations dans la pratique de classe, dans la pédagogie? Alors, on va déjà commencer par le training vocal, qui est capital ce sont des muscles, hein, donc le training vocal est capital pour préparer la musculature laryngée à sa performance, à la performance qui est la vôtre chaque jour. Alors, comment inclure le training vocal dans la pédagogie? Alors, moi, je dis toujours, voilà, les enseignants ont énormément de chance parce que tout comme les chanteurs qui font des vocalises avant d'aller chanter Traviata sur scène, eh bien, vous, avant d'aller effectuer votre enseignement, vous avez le moment de l'appel. L'appel face aux enfants, eh bien, c'est quelque chose de très important. C'est à ce moment-là que vous pouvez tester si vous êtes en bonne condition vocale, si ça va être un bon moment, si la voix va sortir facilement, si la voix est sonore ou pas, si vous avez mal à la gorge, etc. Tout ça va être très important. Donc, ce moment de l'appel, eh bien, je vous conseille d'y être attentif. Je vous conseille bien sûr de mettre en route tout ce que vous pouvez apprendre, notamment lors des ateliers que MGN dispense sur le terrain auprès de vous. Eh bien, c'est là que vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est de l'ordre de la posture, du souffle, de l'articulation, de la résonance, bien sûr. C'est à ce moment-là que vous allez tester comment est ma voix. Donc, n'hésitez pas à vous écouter, à commencer à être dans ce va-et-vient entre l'intérieur de moi-même, je pense, je respire, et l'extérieur de moi-même, c'est-à-dire je suis en contact avec les élèves et je vais être constamment en va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, ce qui est épuisant, mais ce qui est finalement lié à votre art de la pédagogie. Alors voilà, donc le training vocal, il est très facile à faire pendant l'appel. Il est très facile à faire, bien évidemment, lorsque vous faites également de la voix chantée. Il est aussi un peu facile à faire si vous avez quelques temps pour vous avant d'arriver en classe, que vous soyez dans votre voiture. Il y en a beaucoup qui font ça en voiture. Alors, je dis que c'est à la fois bien et pas tout à fait bien parce qu'il y a le bruit du moteur et vous êtes obligé de passer par-dessus. Mais enfin, c'est un petit moment dans lequel il va falloir tester la voix grâce à des exercices qui vous seront la plupart du temps prodigués dans les ateliers que nous dispensons, mais également dans nos supports, les supports MGN que nous produisons, dont celui-ci qui s'appelle, je crois qu'on ne le voit pas, qui s'appelle Voix, un capital à préserver et qui est distribué par MGN aux enseignants. Alors, deuxièmement, prenons quelques situations pédagogiques et voyons comment gérer les paramètres acoustiques de la voix dans ces situations pédagogiques qui très souvent sont périlleuses pour vous. Alors, on en a déjà l'accueil. Déjà, l'accueil, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez saluer, eh bien, il est très important, quand vous accueillez votre classe, de déjà, également, comme pour l'appel, eh bien, d'avoir une voix qui résonne, mais sans… Alors, au niveau de la hauteur, si on salue, eh bien, on va être dans une hauteur moyenne, c'est-à-dire que on ne va pas faire « bonjour », ça, c'est pas terrible. Si on fait « bonjour », c'est pas terrible non plus. Donc là, vous voyez, je suis dans les paramètres de hauteur. Si je parle comme ça, là, je suis un peu en haut et je vais descendre progressivement pour aller de plus en plus bas.
pas confondre hauteur et intensité. Donc, lorsque vous saluez, que vous prenez contact avec votre classe, vous pouvez rester dans une hauteur moyenne. Là, je suis dans une hauteur moyenne. Mais en revanche, vous pouvez aller tout de suite, d'ores et déjà, dans une intensité un petit peu soutenue. Là, c'est ce que je fais. Je suis dans une intensité un peu soutenue et c'est ce qu'il sied à l'activité pédagogique et à la voie didactique, si je puis dire. Donc, vous allez saluer avec, ma foi, une hauteur moyenne, une intensité soutenue, un débit, si vous faites une ou deux phrases, un débit relativement lent, pas trop rapide, parce que c'est le moment où vous allez imposer, vaut mieux pas, mais disons, poser votre présence à la classe. C'est à ce moment-là qu'ils doivent sentir qu'ils sont chez vous et non pas que vous êtes vous chez eux. Donc, c'est quelque chose d'important de trouver tout de suite sa hauteur, son intensité et généralement le regard que vous allez porter sur l'espace et sur les individus qui remplissent cet espace vont vous permettre de régler ces deux paramètres. C'est pour ça que tout ce qui va être communication non verbale, et on en parlera un petit peu plus tard, je pense bien évidemment au regard est capital parce que non seulement ça vous permet de vous poser et de poser votre autorité bien avant la voix et les décibels, mais que ça va vous permettre également d'adapter la hauteur et l'intensité de votre voix de manière à tout de suite être dans le bon calibre, si je puis dire, de manière à calibrer tout de suite correctement et de manière adaptée. Alors, donc l'accueil, c'est quelque chose de très important. J'ai parlé de l'appel qui doit être le moment de la vocalise et on peut aussi peut-être citer le moment difficile de la consigne. Alors, pourquoi je dis que c'est un moment difficile? Je dis que c'est un moment difficile parce que c'est souvent quelque chose, la consigne, c'est souvent quelque chose que vous allez avoir à répéter. Or, répéter une consigne fatigue la voix. Répéter une consigne fatigue la voix. Donc, beaucoup de pédagogues disent faire apprendre, c'est répéter. Moi, j'ai toujours envie de dire, répéter le moins possible. Alors, comment dire la consigne? Vous voyez, une consigne, si vous dites, voilà, prenez vos cahiers, si vous parlez avec un débit trop rapide, la consigne ne va pas être entendue, ne va pas être comprise et vous allez être obligé de répéter. Il va donc falloir parler avec un débit de parole plutôt lent, avec une hauteur moyenne. Vous n'avez pas hurlé une consigne, ça n'a pas de sens, ils vont tous être agressés par le volume sonore et ça n'aura pas le résultat recherché. Donc, une hauteur moyenne, une intensité toujours plutôt soutenue et un débit plutôt lent. Il convient d'adapter sa communication non verbale en restant face à votre public, à vos élèves, ou à la limite, peut-être un peu sur le côté de la classe, mais en tout cas, ne pas bouger à ce moment-là, de façon à ce qu'il ne soit pas distrait par le visuel, qui l'emporte toujours normalement sur l'auditif, sauf chez les personnes qui sont davantage auditives, mais enfin, la plupart du temps, on est quand même en majorité visuelle. Et donc, si vous vous mettez à bouger de trop ou trop rapidement à ce moment-là, il risque de perdre ce que vous dites pour plutôt se fixer sur ce que vous faites. Donc, on préconise bien évidemment une communication non verbale, une présence corporelle relativement calme. Prenez surtout bien le temps de respirer, bien le temps de mettre certains mots en lumière, les mots que vous voulez qu'ils entendent, les mots qui font sens par rapport à la consigne que vous donnez, c'est-à-dire les mots-clés finalement de la consigne, faites-les bien ressortir, isolez-les dans le débit de la phrase et dans le flux de la phrase, et de façon à éclairer leur compréhension relativement rapidement. Voilà pour la consigne rapidement. Maintenant, pour l'explication. Alors, quand on va expliquer, c'est pareil, j'ai toujours tendance à dire, ma foi, appuyez-vous sur les élèves et demandez-leur ce qu'ils ont compris. Faites-les verbaliser déjà, eux, avant vous-même de porter la totalité des contenus en expliquant vous-même seul. C'est quelque chose de très important pour la santé vocale
de ne pas continuellement porter la totalité comment dire, de l'effort pédagogique, parce que finalement, vous avez préparé votre séquence la veille et ce sont vos élèves qui maintenant doivent travailler. Vous n'êtes plus si vous voulez, quelque chose qui fait passer, qui laisse passer les choses, mais ce sont eux qui se mettent en route et que vous devez mettre finalement en condition de travail. Et la voix est un formidable moyen de mettre en condition de travail. Donc, expliquer, eh bien, lorsqu'on explique, eh bien, ça va être un peu pareil, on ne va pas parler trop vite, on va faire des phrases. Alors, dans les consignes, j'ai oublié, les phrases plutôt courtes, hein, bien évidemment, bien travailler ces consignes, ça, c'est quelque chose de fondamental et je dis ça, je pense particulièrement aux jeunes enseignants hein, que j'ai énormément rencontrés dans ma carrière, aux jeunes enseignants, surtout faites des phrases courtes pendant les consignes. Maintenant, dans les explications, eh bien, c'est un peu la même chose. On va préconiser une hauteur de voix relativement moyenne, mais avec des modulations qui vont mettre, bien évidemment, en lumière certains événements, certaines choses, certains points clés, et une intensité, évidemment, relativement soutenue, puisque vous vous adressez à la classe entière. Si vous vous adressez plus particulièrement à un seul élève, eh bien, je vous conseille de vous approcher de cet élève plutôt que de parler encore à nouveau fort dans la classe. Rapprochez-vous un petit peu plus de l'élève, ce qui vous permettra à ce moment-là, de baisser l'intensité et de ne pas parler pour tous les autres qui peut-être n'ont pas besoin de cette explication, par exemple, supplémentaire. Alors, quand il faut recadrer, comment faire quand il faut recadrer avec ces différents paramètres acoustiques de la voix? Eh bien, lorsque je recadre, il va falloir évidemment hausser le ton. Alors, hausser le ton, c'est pas d'ailleurs hausser le ton, c'est hausser l'intensité. Hein. Attention, ne pas confondre, hein, je répète, hauteur. Hein, par exemple, là, si je fais « ah », je suis allé du grave vers l'aigu. Si je parle, ça va faire « eh bien, je vais aller du grave pour aller vers l'aigu et je redescends pour aller à nouveau vers le grave ». Donc, c'est ça, hein, les modulations de hauteur. La modulation d'intensité, c'est ça, voilà, je suis à une hauteur moyenne à grave, je ne parle pas très fort et de plus en plus, je reste toujours sur cette hauteur, mais j'augmente un peu le volume. Donc, je suis en train de tourner le volume pour parler de… Voilà. Mais je ne fais pas beaucoup de modulation de hauteur. Donc, surtout, ne pas se mélanger la hauteur, confondre la hauteur et l'intensité. Donc, lorsqu'on va recadrer, il va bien évidemment falloir, alors je vais dire tais-toi, ou je pense qu'on va dire tais-toi. Hein, donc, voilà, si je dis tais-toi, tais-toi, bon, là, je suis dans une hauteur plutôt grave et dans une intensité pas très élevée, moyenne, voire soutenue un peu, mais pas beaucoup. Tais-toi, vous voyez, bon. Je vais aller de plus en plus fort. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Vous voyez, donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la bouche. Bien évidemment, j'utilise mes côtes, mon souffle. Ça, on fait tout ça dans les ateliers. Et j'augmente de plus en plus cette intensité. Il est important, lorsque vous allez parler très fort, de penser que vous ne quittez pas votre corps, que vous ne jetez pas le son en dehors de votre corps pour le cracher devant vous, comme l'enseignement frontal, eh bien, vous entraîne la plupart du temps à le faire, l'enseignement en frontal. Eh bien non, vous allez penser plutôt que vous êtes dans une grande arène à l'antique, hein, dans un théâtre à l'antique, et que, ma foi, les gens sont autour de vous, qu'il y en a aussi derrière. Et quand vous allez parler fort, vous allez pouvoir parler fort en envoyant le son à la fois à l'arrière de votre crâne et un peu vers le haut, et évidemment un peu à l'avant, par ici, là, dans les endroits que sont les résonateurs. Vous voyez? Et si je fais « ouh » comme ça, en ouvrant un peu mon crâne vers l'arrière, eh bien, le son va beaucoup mieux passer que si je fais « ouh » comme ça et que je appuie sur ma gorge, je tire mon cou pour faire passer le son, alors qu'au contraire, ça va fermer le passage de la gorge. Hein. Voilà, donc toujours penser posture, rester grand et envoyer le son autour de soi comme un caillou qu'on jette dans l'eau, de manière à ce que les ondes sonores tournent autour de vous,
tout autour de vous, y compris à l'arrière, et non pas soit poussé vers l'avant, ce qui diminue l'intensité de la voix et fatigue considérablement le larynx. Alors, lorsque vous allez évidemment recadrer, eh bien, il faut recadrer sur un seul mot et de manière courte. Hein. Stop! Et vous redescendez tout de suite l'intensité, de manière à créer cet effet de surprise qui sera bénéficiable pour vous, puisque à cause de cette surprise, vous pourrez reprendre les rênes, recadrer et remaîtriser la situation. Donc, jouez de la surprise et tout de suite arrêtez de parler fort, parce que ça, c'est vraiment un conseil pour la santé vocale que nous pouvons donner aux enseignants, c'est parler moins et cesser de parler fort tout le temps. Voilà. Donc, quand on recadre, on va être dans une intensité forte, dans un débit, il ne faut pas qu'il y ait de débit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un son net, bref, et une hauteur qui, normalement, doit continuer à résonner à la fois dans votre poitrine, votre dos, votre cage thoracique, et aussi dans votre crâne, parce que ce sont les deux merveilleux endroits de notre corps qui permettent un équilibre résonantiel qui ne fatigue pas la voix. Donc, on a les grands principes du recadrage. Si on veut consoler un enfant, alors déjà, on va s'approcher pour le recadrage aussi. D'ailleurs, quand on veut recadrer quelqu'un, on se rapproche. On va se rapprocher. Et là, bien évidemment, ça va changer. Si on console, on va baisser l'intensité. On va prendre une hauteur peut-être un tout petit peu plus élevée. Et peut-être va-t-on se rapprocher un peu de ce registre qu'on appelle la voix de tête et qui est un peu plus haut comme ça. Et on va en tout cas, bien évidemment, baisser l'intensité et peut-être laisser passer, sans s'en rendre compte la plupart du temps, un peu plus d'air dans la voix, ce qui a un effet bien évidemment maternant ou paternant en fonction. Voilà, donc ça c'est aussi des choses qu'on peut dire. Lorsqu'on va lire une histoire, alors ça c'est un moment merveilleux parce que ça vous permet également de faire rêver c'est un moment extraordinaire de l'école, ça vous permet de faire rêver votre classe et ça vous permet aussi à vous de vous exprimer, d'exprimer un sentiment, d'exprimer des sentiments littéraires. Si le conte est beau, ça peut même finalement être une activité quasi artistique que la plupart du temps, d'ailleurs, vous aimez bien. Alors, si on raconte une histoire, eh bien là, c'est là qu'il va falloir faire du feu d'artifice avec sa voix. C'est là que va entrer le phénomène de modulation qui va vous permettre de jouer sur la hauteur, l'intensité, le timbre, le débit, la rapidité de parole ou au contraire le ralentissement de parole. C'est là que vous allez pouvoir peut-être éventuellement aussi créer des personnages, voyez-vous. Et donc, vous pouvez jouer avec tous les paramètres de la voix, jouer de la surprise surtout beaucoup, et vous amuser bien évidemment à varier tout ça. Alors, si vous ne savez pas le faire, je vous conseille un exercice, c'est de prendre un poème que vous aimez, ou un court passage d'un roman que vous appréciez particulièrement, et de le lire à haute voix, une première fois. Bien, lisez à haute voix et voyez comment la voix sonne, ce que vous ressentez, comment ça se passe. Et puis, vous allez, en un deuxième temps, mimer, c'est-à-dire n'engager que le corps, la communication non verbale. Vous allez donc les gestes, les déplacements essentiellement. Vous allez mimer ce qui se passe dans cet extrait que vous avez lu. Deuxièmement, vous allez faire comme au cinéma, comme si on faisait un zoom sur votre visage. Vous allez essayer d'exprimer avec votre visage les sentiments, les émotions qui sont véhiculées dans ce texte. Et enfin, vous allez chantonner le texte. C'est-à-dire si, je ne sais pas, je prends ce poème de Verlaine, « Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches », eh bien, vous allez faire « Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches », par exemple. Vous chantez ça. Et après, une fois que vous aurez fait ces 3 étapes, eh bien, vous allez relire votre poème ou votre extrait de roman. Et normalement, vous allez voir que une fois l'énergie réveillée, une fois l'énergie corporelle, physique et mentale, c'est-à-dire finalement l'énergie de l'imaginaire,
Et une fois que vous allez avoir réveillé des images mentales, eh bien, la voix va venir, l'énergie va venir, les intonations, la modulation, qui est une fée de l'expressivité, eh bien, vont venir. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je terminerai sur tout ce qui est l'invariant numéro 20 de Freinet et qui touche là, c'est-à-dire parler le moins possible et qui touche vraiment aux stratégies pédagogiques que vous allez employer. Parce que c'est un métier de tu-vois. Il ne faut pas se cacher, c'est un métier de tu-vois. Ça nécessite de vous un travail constant sur votre voix, la connaissance de cette fonction, savoir comment vous l'utilisez, savoir ce que vous faites peut-être qui gêne le rayonnement de votre voix et du coup le rayonnement de votre enseignement. Eh bien, je trouve que Freinet a fait un travail extraordinaire qu'on a abandonné, puis auquel on est un peu en train de revenir, je crois, me semble-t-il, à travers la valorisation de toutes les méthodes pédagogiques participatives. Alors, les choses sont très importantes dans les méthodes participatives, c'est que vous ne travaillez pas quand vous êtes en classe. Bien évidemment, vous travaillez, mais c'est eux qui doivent travailler. Vous avez préparé tout en amont. Donc, comment faire pour qu'eux travaillent avec ce petit brouhaha pédagogique dont parlait Freinet, qui est naturel finalement et qui prouve que la classe est en mouvement, et comment faire pour, ma foi, arrêter, s'en parler un peu moins. Alors, les pédagogues, c'est vous, parce que c'est du grand art. Ce dont je parle, j'en ai bien conscience, c'est vraiment du grand art. Et les pédagogues, c'est vous. Mais donc, réfléchissez vraiment à vos stratégies pédagogiques pour vous fatiguer vocalement moins et pour que votre voix soit comme le bijou dans un écrin. C'est-à-dire que quand on vous offre un bijou, vous avez d'abord le bolbuc à enlever. Quelquefois même, vous avez un grand sac, genre, je ne sais pas, les Galeries Lafayette, vous avez un grand sac énorme. Puis dedans, vous avez une boîte souvent énorme aussi d'ailleurs. Donc, vous sortez la boîte du sachet, vous enlevez le bolbuc, le moment magique, vous enlevez ensuite le papier qui tient toujours avec du scotch, il faut tirailler, on s'énerve, etc. Et vous arrivez sur une boîte énorme, généralement, pour que le bijou soit un peu de valeur. Et vous ouvrez la boîte et là, vous tombez sur la merveille des merveilles. Il faut envisager qu'il brille. Il faut envisager que la voix rayonne, la voix brille. Vous voyez derrière moi toutes ces ondes, en fait. J'ai tenu à ce qu'il y ait sur cette affiche des ondes parce que c'est tout à fait nous. Nous sommes des êtres de vibration. Et donc, pour garder à cette voix ce rayonnement, eh bien, il va falloir respecter certains principes que vous devez vous-même mettre en place, notamment les règles de vie en classe. Lever la main avant de parler, écouter les autres, bien se parler, ne pas mal se parler, dire bonjour à tout le monde tous les jours, s'arrêter dès que ça parle, par exemple, ne pas passer par-dessus le bruit de fond de la classe, jamais, ça c'est vraiment la dernière des choses à faire. Et surtout partir des retours des élèves, vous appuyer sur eux, exploiter les différents profils de vos élèves, c'est-à-dire celui qui sait tout, celui qui est distrait, celui qui dort tout le temps, celui l'agressif, celui qui parle, qui veut parler tout le temps. Faites-lui répéter les consignes, vous voyez, par exemple. Donc, appuyez-vous sur les caractères de vos élèves, mais ça, je pense que vous le faites bien évidemment, et c'est des choses très importantes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous probablement le font, le comment ça va de démarrage de la classe, le matin. C'est-à-dire, c'est très important pour les mettre finalement en attitude déjà d'interaction avec vous, pour installer votre positionnement de maître ou de maîtresse et de déjà leur donner la parole sur le comment ça va. Et vous avez, je pense que vous pouvez peut-être, il y a des petits papiers là, par exemple, comme celui-ci. Alors, on ne voit pas, je ne comprends pas pourquoi. Bon, alors j'ai des têtes de chat, avec des chats, un chat agressif, un chat intimidé, un chat ennuyé, un chat déterminé, etc. Bon, ils vont vous répondre et ça commence par installer un dialogue. Voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir, qui vous aideront à garder une bonne santé vocale,
qui vous aideront aussi à bien gérer votre capital vocal, tant sur le plan de l'expressivité, de la communication que de la santé, et qui vous permettront, ma foi, d'être un maître ou une maîtresse dont on se rappellera toute sa vie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation. Nous allons tenter, je pense, de vous envoyer ce livret « Voix, un capital à préserver ». C'est simplement de savoir les ateliers que vous proposez de proximité, comment est-ce que les gens peuvent y avoir accès? Eh bien, il faut aller voir son IEN, l'IEN, et dire qu'on a des problèmes de voix et qu'on souhaiterait avoir une formation en voix, et on dit que la MGEN fait de très bons ateliers. On demande à être inscrit par l'IEN. Très bien. La deuxième question, la deuxième, c'est par rapport au port du masque, les conséquences sur la voix et qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pratiquement pas de conséquences quand on met bien son masque sur sa figure, qu'on utilise un masque chirurgical. Il n'y a que 5% de perte, 5 décibels, pardon. Il n'y a que 5 décibels de perte sur les fréquences moyennes. Il y a un peu plus, autour de 10 décibels de perte sur les fréquences hautes, les 2000-3000 Hz à peu près, mais disons qu'on peut s'en sortir en articulant un peu plus, en ralentissant le débit, en ne cherchant surtout pas à trouer le masque avec sa voix. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, hein, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laura? Juste une personne qui nous demande qui c'est l'IEN? L'inspecteur de l'éducation nationale. Voilà, ça répond à la question. L'inspecteur de l'éducation nationale qui, normalement, oriente ses personnels en fonction de leurs besoins de formation. Et quand on a des problèmes de voix, il faut aussi, de manière récurrente, il faut en parler au médecin de prévention. Très important, très, très important. Merci beaucoup, en tout cas, Corinne Loy, pour cette intervention. Merci, Laura, pour votre aide. Je vous en prie. Et puis, merci à tous d'avoir participé. Voilà. Et puis, merci d'avoir pris. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a répondu aussi au questionnaire. Donc, merci à tous et très bel après-midi. Merci beaucoup. Bonne suite à vous dans ce merveilleux métier et à bientôt.